Bonjour, je m'appelle Geneviève Ferron-Creuset, je suis cofondatrice et associée de Profil, qui est une entreprise de conseil en stratégie qui anime aussi un pôle recherche extrêmement méritant et qui en particulier travaille sur des sujets de gouvernance et de nouveaux modèles économiques. Et on a eu le privilège et la chance d'accompagner la HLU dans un programme de recherche-action qui s'appelait du pouvoir au cœur, et qui était pour défricher quelque chose de complètement... dire que c'est à la fois nouveau, mais c'est une question philosophique qui est récurrente depuis la nuit des temps. C'est finalement qu'est-ce qu'une bonne gouvernance et comment les leaders, alors c'est ce mot-là bien sûr est un mot générique, mais comment les dirigeantes de demain qui sont plongés dans un bain de complexité avec des injonctions paradoxales des deux côtés, comment ces personnes vont pouvoir se mouvoir, peut-être en se connectant à d'autres ressources ou à d'autres savoirs ou à d'autres compétences. Et en l'occurrence, ce qui nous intéressait, c'était plutôt comment ces personnes peuvent se connecter à des éléments qui sont parfois de l'ordre de l'implicite ou qui n'ont pas culturellement, qui n'ont pas été explorés, c'est-à-dire l'intelligence du cœur. C'est faire preuve d'empathie, c'est cultiver son intuition, c'est pouvoir, avec courage, poser des actes au bon moment. Et donc tous ces sujets sont à explorer. Et on a voulu poser notre microscope. C'est la première promotion. Alors c'est une promotion extrêmement hétérogène, des personnes très différentes dans leur parcours, leur entreprise, mais qui sont toutes animées de cette même certitude qu'il faut se connecter à autre chose pour pouvoir, en tant que dirigeant, éclairer, être capable de réinitialiser des modèles, de les interroger, de les faire grandir, etc. Donc les questions qu'on s'est posées très vite dans ce programme, elles étaient de caractériser qu'est-ce que c'est que l'intelligence du cœur, le pouvoir du cœur, qu'est-ce que c'est, sachant que ça paraît étonnant, mais il y a peu d'écrits sur ce sujet-là. Alors des écrits sur la gouvernance, il y en a à l'appel carré sur les modèles, etc. Donc d'ailleurs, on s'est aussi posé la question de savoir est-ce qu'il y a des modèles de gouvernance qui sont plus adaptés à l'épanouissement de ces qualités ou qui donnent plus facilement la possibilité aux personnes, que ce soit côté actionnaire, dirigeant, dirigeante, de pouvoir exprimer des qualités ou en tous les cas être capable de donner à voir l'intégralité de ces facettes qui relèvent plus du cœur que du cerveau. Et donc ça c'est utile et très important de le regarder, sachant qu'on revient toujours vers l'humain. Alors, pour répondre à cette première question, est-ce qu'il y a des modèles de gouvernance qui favorisent l'intelligence du cœur et qui permettent à ces qualités de s'épanouir et de s'activer, parce que c'est surtout ça, de s'activer, et donc de pouvoir éclairer une décision? Sans surprise, la réponse est quand on est dans une forme de gouvernance qui est très, entre guillemets, fondée sur la théorie contractualisante, où on est là finalement dans une approche, on est dûment mandaté, on vient analyser des process et des processus, on est là pour maximiser une valeur et une valeur plutôt financière, et on est là pour représenter des intérêts, ou en tous les cas on est mu pour défendre des intérêts stratégiques, mais qui sont souvent évalués à l'aune d'un modèle qui peut paraître aujourd'hui dépassé, qui est une création de valeur financière. Alors je ne dis pas qu'il ne faut absolument pas travailler sur la création de valeur financière, mais je dis dépassé au sens où c'est incomplet. Et c'est cette incomplétude qui fait qu'aujourd'hui nous sommes comme des poules qui trouvent un couteau. On est incapable de réinitialiser nos modèles de gouvernance et nos modèles d'affaires, puisqu'on est encore enfermé dans une vision de la gouvernance qui est quand même, qui souffre de trois biais principaux. Le premier, pensons qu'elle est extrêmement... Elle a une vision très formatée du fonctionnement et du recrutement. Donc c'est souvent des personnes qui sont formées de la même façon, en tous les cas qui sont câblées de la même façon. Donc ça c'est connu, c'est dit, c'est le problème de la diversité, mais ça c'est le premier sujet. Déjà dans les formes traditionnelles, il y a un sujet sur la diversité des dirigeants ou des administrateurs, des administratrices. Après, le deuxième sujet, c'est la structure même de la gouvernance, c'est-à-dire que
Est-ce qu'on est dans des modèles de gouvernance où on peut faire rentrer des voix extérieures et à quelles conditions on peut avoir une horizontalité qui soit vécue comme étant une vraie force structurante de l'entreprise et non pas un alibi ou un actif réputationnel. Et on voit d'ailleurs que dans les modèles notamment rhénans ou allemands, des gouvernances tripartites sont plus robustes et en tous les cas permettent beaucoup plus d'appréhender des problèmes. Alors est-ce que c'est à connecter avec l'intelligence du cœur? Ça je ne sais pas, c'est beaucoup trop tôt pour le dire, mais ce qui est sûr c'est que quand on est associé à la prise de décision, il est évident que ça donne beaucoup plus de jus et d'intensité dans l'entreprise et positivement. D'ailleurs, il y avait une étude qui commence à sortir suite à la grande démission ou le consentement au travail, juste après le Covid. On voit que finalement, la difficulté de recruter ou là où l'attractivité résiste, c'est souvent dans des entreprises qui ont une gouvernance qui est plus horizontale et beaucoup plus participative. Et enfin, le troisième point, c'est clairement des modèles de gouvernance où la formation des dirigeants, la formation des administrateurs, des administratrices, c'est-à-dire qu'on ne recrute pas des sachants qui ont un savoir une fois pour toutes. On ne recrute pas des experts dont le savoir est immuable, permanent, éternel. C'est-à-dire qu'il faut aussi accepter de se questionner, il faut aussi accepter de renouer avec le dialogue, de s'interroger. Il faut quasiment un droit à la naïveté. Et sur cette partie-là, nos modèles de gouvernance, notamment, moi, ce que je connais de mon expérience, on n'ose pas poser des questions naïves, on n'ose pas remettre en cause. Donc on a l'impression que c'est des sachants et c'est un petit peu c'est un peu le modèle, c'est un peu si je me réfère au philosophe Pascal, hein, c'est la libido scienti, c'est-à-dire le savoir pour le savoir, alors qu'en fait il faut juste redésirer penser. Et c'est complètement autre chose parce qu'on arrive dans ces boards ou dans ces entreprises avec des solutions, alors qu'en fait il faut juste se reposer le problème collectivement pour trouver d'autres solutions. Et c'est ça ce qui peut peut-être faire le lien avec le leadership ou le leadership du cœur, ou en tous les cas l'empathie, l'intuition, le courage, c'est que quand on se remet à penser, quand on se redonne du temps pour penser, qu'on ne cherche pas à bondir sur la solution ou à reproduire, à faire du copier-coller, quand on est dans des processus de décision, de prise de décision qui sont réellement collectifs, mais pas collectifs pour faire joli quand on veut cocher la case diversité, parce qu'on sait qu'on est beaucoup plus intelligent quand on marie des forces, des points de vue, des analyses qui viennent de personnes très différentes. Et là vraiment, c'est étayé. Et puis, bien sûr, le souci qui est de rechercher dans le fonctionnement, dans les formes de gouvernance, une diversité de paroles et de points de vue qui puissent traverser les deux côtés du miroir. C'est-à-dire qu'il faut aussi une assemblée générale, quand ça s'y prête, hein, parce que souvent les assemblées générales, dans les entreprises familiales, il n'y en a pas énormément, mais dans les grands groupes, on voit bien qu'il faut la puissance de l'organe souverain, de l'assemblée constituante, hein, de ceux qui vont donner le pouvoir, mais il faut aussi que cela s'exprime dans toute leur diversité. Et donc il faut aller les ramener, il faut les amener dans le dialogue, dans l'engagement actionnarial. Et puis il faut aussi, bien évidemment, de l'autre côté, du côté des instances dirigeantes, des personnes qui soient capables de prendre des décisions courageuses. Et je voudrais juste en terminer sur un point, sur cette partie, c'est qu'on n'est pas câblé du tout. Enfin, dans les conseils d'administration, dans les organes de gouvernance, on va toujours considérer cette vision du progrès, on va la considérer en se posant la question de comment je peux en profiter, qu'est-ce que ça va m'apporter. Et très rarement on se pose la question de à quoi faut-il renoncer, qu'est-ce que si je vais vers ça, je vais me priver de quoi. C'est-à-dire que les questions difficiles, on ne les aborde pas parce on est toujours cerveau, on est toujours gain court terme, on est toujours dans des projections qui sont des projections on dépasse les limites, on va en avoir toujours plus. Et donc, comment avoir la capacité de réfléchir dans d'autres termes ce que nous apporte ce siècle, ses progrès, ses limites, ses défis. Et là, on voit que si on n'est que dans une démarche cérébrale,
ou en tous les cas sur des connaissances qu'on ne remet pas en cause, on va dans le mur. Alors dans les personnes qui ont travaillé, qui ont participé à cette première promo, la transformation, elle peut être de l'ordre d'une rencontre, elle peut être de l'ordre d'une compréhension, d'une ouverture à une thématique nouvelle. Et je pense au fond qu'ils sont tous et toutes transformés par la façon dont la pédagogie s'est exercée. Je pense que le pas de côté était tellement important en termes de pédagogie que déjà ça c'était un peu ah oui c'est ça. Donc c'est pas du tout un énième organisme de formation où on va vous donner sur l'étagère voilà, des boîtes à outils que vous allez pouvoir vous allez revenir dans votre entreprise, vous allez pouvoir brancher tout ça. Et non, c'est vraiment une interrogation très profonde sur le sens, sur l'engagement, sur sa relation au pouvoir, sur sa relation à la dépossession, sur la jouissance qu'on peut avoir de détenir une position, avoir de la reconnaissance, avoir un pouvoir sur les autres, enfin, s'interroger sur tout ce qui fait qu'à un moment donné, on se coupe, où on est coupé de la réalité, où on est coupé des autres, ou coupé de la réalité. Et donc, questionner ces sujets de l'intelligence du cœur, c'est aussi s'autoriser à se mettre sur pause et à se poser ces questions. Alors là, l'environnement était très bienveillant, on avait même construit le parcours pour que ces questions émergent auprès de personnes qui étaient déjà convaincues. Après, principe de réalité, c'est que quand ces personnes reviennent dans leur entreprise, est-ce que l'entreprise autorise ou pas ces questionnements, ces transformations, ces interrogations? Donc on revient à la première question que j'ai évoquée. Est-ce que la gouvernance de l'entreprise permet d'accueillir des personnes qui se seraient transformées, qui auraient envie de partager autre chose, d'aborder les sujets sur un autre plan et d'exercer autrement leur leadership, en dehors peut-être des cadres et des représentations qui sont à l'œuvre depuis quasiment les 30 Glorieuses. Parce qu'on voit que dans le profil des dirigeants, alors j'allais dire des dirigeantes, mais c'est beaucoup plus des dirigeants, on voit que c'est les mêmes, c'est des clones. Ils ont été recrutés exactement de la même façon depuis des décennies. Et ils font d'ailleurs très bien le job. Moi, je suis frappée d'une chose, c'est que on a eu des patrons industriels qui étaient encore rattachés à une épopée où l'aventure humaine, l'aventure technologique avait du souffle. Et puis très rapidement, on est arrivé à des patrons financiers. Si vous regardez très souvent, ce sont des financiers qui se sont imposés. Donc on voit bien quelle était la priorité. Et donc on voit aussi bien que dans un tel type de gouvernance ou de direction d'entreprise, toutes les questions qui sont liées précisément à l'intelligence du cœur sont des questions qu'il ne faut absolument pas aborder, parce que celui qui va montrer peut-être sa vulnérabilité, son interrogation, sa perplexité et sa richesse, va potentiellement s'expose au risque d'être mis sur la touche. Donc il faut vraiment être dans une gouvernance qui autorise l'éclosion de ces personnalités et qui permet le questionnement. Et c'est une gouvernance qui permet de revenir au goût de l'humain et au goût de se poser des bonnes questions et de se poser des problèmes ensemble pour trouver des solutions ensemble. Et c'est ça un bon leader aujourd'hui, c'est vraiment ça. C'est pas quelqu'un qui va arriver verticalement parce qu'il a fait ça ailleurs et qui va pouvoir le dupliquer. C'est tout le contraire. C'est une démarche d'humilité, mais en même temps d'une extrême exigence pour éviter de tomber dans les pièges dans lesquels beaucoup de leaders sont, c'est-à-dire l'amour de soi au lieu de l'amour des autres.